Donc, merci d'être ici. On va parler des REL. Puis là, comme je te disais à Sophia, je pense que c'est la quatrième année qu'on fait la présentation. Par contre, c'est comme des présentations qui se mettent à jour. Donc, c'est pas vraiment la première présentation de 2021, c'est une autre qu'on va voir aujourd'hui. La présentation est découpée en trois parties. On va voir d'abord les définitions et les concepts de base. Pourquoi utiliser des REL? Qu'est-ce que c'est des REL? Puis les grands projets de REL, par où ça a commencé. On va faire la deuxième partie pour repérer et créer des REL. C'est très important de connaître les licences ouvertes, t- tant pour le narratif, on va dire, que pour le code. Puis finalement, on va voir la partie de chercher et diffuser des REL. Donc, on a des grandes plateformes où on peut partager des REL, mais on peut les rechercher aussi dans cette même plateforme. Donc, on va commencer par la première partie, définition et concept de base. Donc, l'UNESCO a une belle définition sur les REL qui dit qu'ils sont des matériels d'apprentissage, d'enseignement et de recherche sous tout format et support. Donc, on peut vraiment trouver n'importe quoi dans le monde des REL. On peut trouver des cours qui sont complets avec plusieurs documents différents, comme par exemple MIT. On peut trouver des vidéos, on peut trouver des manuels, on peut trouver vraiment n'importe quoi, tant qu'il y a une licence ouverte et que cette licence nous permet la consultation, la réutilisation, la distribution et l'adaptation. Puis, il faut mettre un plus grand poids sur l'adaptation, parce que les REL, c'est ça qui vise. Puis, il y a des licences ouvertes qui ne permettent pas vraiment l'adaptation, donc cela ne serait pas une REL. Aussi, il faut comprendre que les licences ouvertes travaillent à l'intérieur du droit d'auteur. Donc, ce qu'on fait avec une licence, c'est donner des droits aux utilisateurs sur notre œuvre, vraiment sur les droits économiques, puis sur les droits de modification de l'œuvre, mais on garde la paternité puis l'intégrité. Donc, une autre chose importante, c'est que les rennes, ils travaillent à l'intérieur les REL à l'intérieur des rennes. Donc, les rennes, c'est des ressources éducatives numériques. Donc, ça peut être n'importe quoi qu'on trouve sur le web, par exemple les MOOC, qui normalement ne sont pas diffusés sur des licences ouvertes, mais qui permettent par contre de les utiliser et les partager si on veut. Les REL, c'est vraiment plus petit, on va dire. C'est pour ça que je l'ai mis ici comme dans un cercle plus petit, parce qu'ils sont regroupés parmi les rennes sur les plateformes, mais ils ont une particularité et c'est que leur licence permet l'adaptation. On va voir un peu plus loin les licences pour les REL. Il faut aussi dire que, il y a un peu de confusion avec le libre accès et le libre de droit versus les REL. Donc, le libre accès, c'est vraiment un mouvement pour partager les publications scientifiques le plus tôt possible en libre accès, donc que tout le monde puisse lire rapidement un article issu de la recherche. Puis les éditeurs vont proposer des licences ouvertes, puis on va voir après avec les licences qui proposent des licences qui pourraient être considérées des REL, mais aussi des licences qui sont plus restrictives. Le livre de droit, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les plateformes francophones en France. Euh, Ils utilisent ça dans des ressources numériques, mais vraiment, ça veut dire, selon le bureau du droit d'auteur de l'Université de Laval, ça veut dire que quand on paye une fois à l'auteur pour utiliser une ressource, après, on n'a plus à payer. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec les REL, ni le libre accès. Il faut faire attention avec ces termes en français. Puis aussi, il faut comprendre que la loi sur le droit d'auteur s'applique même si aucune licence n'est mentionnée. Donc, on sait qu'à l'intérieur de l'université, on travaille beaucoup dans l'exemption du droit d'auteur, mais que quand on voit n'importe quoi sur le net, sur Internet, qui n'a pas une licence ou qui n'a pas un C de copyright, il est protégé quand même par le droit d'auteur. Donc, les REL ont des fonctions pédagogiques, pragmatiques et sociales. Donc, ils sont présentés par les Nations Unies, par UNICEF entre autres, l'UNESCO, parce qu'ils permettent une pédagogie flexible et ouverte. Donc, un prof, par exemple, qui crée un manuel et qui met une licence ouverte, par exemple CC BY,
peut permettre à un autre de reprendre son œuvre puis de l'adapter à ses besoins pour son cours. C'est aussi ça soutient l'accès équitable parce que normalement, quand on partage une règle, on doit vraiment avoir partagé la version finale et la version brute, on va dire, ce qui permet de adapter. Puis, par exemple, un exemple très logique que moi, j'avais pas pensé jusqu'à que je l'ai lu, c'est par exemple vidéos. Les vidéos, ils disent que quand on partage ça comme une règle, il faut avoir la transcription. Puis en ce moment, avec l'intelligence artificielle, c'est très facile. On peut transcrire avec peu de temps une vidéo ou un podcast, par exemple. Puis quelqu'un qui n'écoute pas, ça va lui permettre quand même d'accéder à la règle. C'est un exemple parmi d'autres. Et ça réduit aussi les obstacles financiers pour l'accessibilité aux études supérieures. Donc, je vais vous montrer un exemple sur ça. Un grand projet de REL on connaît puis qu'on parle beaucoup, c'est PC Campus en Colombie-Britannique, qui a déjà plus de 20 ans, puis qui est né avec le besoin d'améliorer l'accès et diminuer le coût des manuels pour les étudiants. Donc, en ce moment, en 2025, ce n'est pas seulement des universités, mais c'est aussi des collèges qui sont inscrits. Mais il y a aussi ben, les facultés. On a le nombre de facultés, on a le nombre d'étudiants, puis on a aussi l'argent qui a été sauvé. Vous avez mis ici le lien si vous voulez aller voir qu'est-ce que BC Campus offre, mais ils ont quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils nous montrent les projets réels qu'il y a dans les différentes régions du Canada, entre autres nous, le Québec. Donc, j'ai passé. Donc, vous avez les projets régionaux, puis là, qu'est-ce qu'on fait au Québec? Donc, au Québec, on s'est réveillé un peu tard. En 2019, si on compare avec la Colombie-Britannique, le ministère de l'Éducation et l'Enseignement supérieur, à l'intérieur du plan d'action numérique en éducation et en enseignement, euh, il a commencé à mettre de l'argent pour créer des REL. Donc, ils ont créé le projet Fabrique REL en 2019. Et le mandat de la Fabrique REL, c'est d'accompagner le personnel enseignant dans la création de REL francophones de grande qualité pour le secteur des études supérieures. Et il faut comprendre aussi que on a vu, il y a toutes les autres régions qui ont aussi leurs projets, mais surtout, c'est des REL anglophones. Donc, quand on arrive pour essayer, nous, d'adapter ça à notre milieu francophone, c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Donc, le ministère voulait vraiment que les profs créent des ressources francophones. Donc, la Fabrique REL, à l'intérieur de sa page web, de son site web, ont un parcours de création et c'est lui qui utilise eux-mêmes pour accompagner les profs qui ont reçu la subvention. Donc, il y a des subventions chaque année et vous pouvez demander, proposer votre projet pour que la Fabrique REL vous accompagne, puis il va vous mettre un bibliothécaire de Polytechnique, puis un conseiller pédagogique qu'on peut vous aider dans tous les étapes. Puis, je vous ai mis ici l'appel à projet, c'est le guide de sollicitude. Donc, l'appel à projet de cette année s'est passé en février. En mars, ils ont eu les réponses, puis on a un prof qui est parti à la retraite, qui justement est en train de faire une REL avec la Fabrique REL. Et vous avez ici le guide de sollicitation si ça vous tente pour l'année prochaine, peut-être créer une REL ou une traduction aussi. Ça pourrait être intéressant. Donc, je voulais vous parler aussi du format et l'accessibilité parce que c'est très important. Je viens de voir le message, désolé. C'est très important quand on essaye de partager les REL. Donc, la REL se veut d'être une ressource vivante. On dit qu'on veut que des autres utilisent et adaptent pour leur cours. Donc, pour cela, c'est très important de penser au format qu'on va partager, comme on a dit avant avec la vidéo et la retranscription, par exemple, mais aussi de l'accessibilité. Donc, quand on parle de l'étape de diffusion, on parle de déposer notre REL, on parle de la diffuser, par exemple, dans différentes plateformes que je vais vous partager à la fin, puis aussi de faire la promotion. Donc, si nous, on sait que nos profs ont des REL, on peut aussi vous aider à faire la promotion.
Et on envisage de faire une vitrine peut-être avec le BAIP pour promouvoir les ressources qui sont issues du fonds FAPS, du BAIP, mais aussi les REL. Donc, on doit vraiment prendre en compte que si on veut que la REL soit utilisée, il faut passer par ces trois étapes. Pour l'accessibilité, comme je vous disais avant, il faut que les sources soient modifiables. Donc, on partage vraiment la ressource brute et aussi la ressource finale si on veut. Mais c'est important que la ressource modifiable euh, soit partagée avec les fichiers finaux. Et finalement, pour ça qui est des fichiers très lourds, comme par exemple, on avait dit les vidéos, il faut penser aussi aux transcriptions ou aux sources directes des images si on ne peut pas avoir le montage. Donc, c'est des choses qui apparaissent dans un chapitre qui a été publié par Claude Podbin puis Marianne Dubé, qui font partie de la Fabrique REL et qui sont aussi employés de l'Université Laval et d'un collège, si je ne me trompe pas. Peut-être je dis n'importe quoi, mais ils ont créé un beau chapitre dans un livre qui a une licence ouverte. Puis c'est là qu'ils expliquent vraiment la démarche de la Fabrique REL et ils nous font penser à tous ces petits détails à l'amont de la création de la REL, parce que si la REL a été déjà créée, c'est plus compliqué de commencer à penser au partage et à la diffusion. On peut le faire, mais si on l'a fait déjà en amont, c'est plus facile par la suite. Et on arrive à qu'est-ce qui se passe à Polytechnique avec le droit d'auteur. Donc, dans notre politique en matière de droit d'auteur qui date un petit peu seulement de 20 ans, ils disent qu'à moins d'entente à l'effet contraire, Polytechnique abandonne à leur auteur le droit d'auteur initial qu'elle détient sur les œuvres académiques des membres du personnel enseignant à son emploi. Donc, ça veut dire toutes les personnes qui sont enseignantes et qui créent du matériel pédagogique ont leur droit d'auteur. Donc, ils ont la possibilité de mettre des licences ouvertes et de créer des REL avec son matériel. Et aussi, il faut penser que les étudiants pourraient, à l'intérieur des cours, créer aussi des REL. Il y avait un prof qui m'avait dit que pour essayer que de cohorte en cohorte, les projets soient améliorés, ce qu'il faisait, c'est demander à ses étudiants de mettre une licence ouverte sur leur projet. Puis comme ça, les étudiants précédents pourraient ou bien créer un nouveau projet ou améliorer un projet qui a été déjà créé par ses prédécesseurs. Donc, les étudiants détiennent aussi les droits d'auteur sur leurs travaux. Donc, c'est important si on veut faire ce type d'initiative avec eux, de leur demander de mettre des licences ouvertes, puis de leur expliquer pourquoi on fait ça et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, il y a des beaux projets avec des étudiants aussi pour créer des REL.